va partir très très loin de la Terre, on va aller vers Proxima du Centaure, un endroit très particulier, loin d'ici. Et pour nous parler de Proxima du Centaure, eh bien, j'ai le grand plaisir d'accueillir Pierre Kervella, qui est un astrophysicien de l'Observatoire de Paris, un jeune et brillant astrophysicien. Alors pourquoi jeune? Parce que nous étions ensemble au même moment dans le laboratoire du professeur Dollfus à l'Observatoire de Meudon, il y a de cela très longtemps. En fait, c'était hier, avant-hier. Et donc, on a une pensée pour Audouin Dollfus qui adorait et espérait revoir le hangar Y renaître de ses cendres et aussi animé qu'il est aujourd'hui. Donc, vous pouvez applaudir Pierre, qui est vraiment un brillant chercheur. Il a travaillé au Chili, notamment, sur l'altiplano avec les grands télescopes de l'agence spatiale, en fait, de l'ESO, plutôt, de l'Observatoire de l'hémisphère sud européen. Voilà. Pierre, c'est un grand bonheur pour moi de t'accueillir aujourd'hui et partons ensemble vers Proxima du Centaure. Merci beaucoup Gilles. Donc effectivement, je vais vous parler d'une étoile, d'un système que j'aime beaucoup, qui est le système stellaire de Alpha du Centaure, qui est le système le plus proche de nous, le plus proche de la Terre, notre voisine, et plus particulièrement d'une de ces trois étoiles qui s'appelle Proxima, Proxima Centauri. Proxima parce que c'est la plus proche, hein, c'est notre plus proche voisine. Et on va essayer de réfléchir à la possibilité d'aller rendre visite à Proxima et plus précisément à une planète donc, que l'on voit ici sur cette illustration, une vue d'artiste, une planète qui a été découverte récemment orbitant autour de Proxima. Donc, est-ce que ça fonctionne ? Voilà. Alors, le système d'Alpha du Centaure, je vais vous présenter brièvement cet objet. Alors, c'est un système qui est constitué comme je disais, de trois étoiles. Deux de ces étoiles ressemblent beaucoup à notre Soleil. Hein. Ce sont presque des jumelles, pas tout à fait. L'une d'entre elles est un peu plus grande, un peu plus massive que le Soleil, c'est Alpha Centauri A, et l'autre est un petit peu moins massive que le Soleil, Alpha Centauri B. Et puis, il y a une troisième composante, l'étoile Proxima Centauri, qui est très éloignée de ces deux premières étoiles et qui est beaucoup plus petite, beaucoup plus faible. Alors, où se trouve cet ensemble d'étoiles? Où se trouve ce système triple? Eh bien, il se trouve tout près du plan de notre Voie lactée, hein, tout près du plan du disque de notre galaxie. Et voilà, ici entouré avec la petite marque orange, vous voyez Alpha du Centaure telle qu'elle apparaît dans le ciel austral. Donc c'est une étoile qu'on ne voit pas malheureusement depuis la France métropolitaine, parce qu'elle est située très au sud, mais c'est une étoile très brillante, on la voit facilement à l'œil nu. Et elle est accompagnée à proximité donc de cette étoile Proxima qui, elle, est très faible et qu'on ne voit pas à l'œil nu. Il faut utiliser pour l'observer des télescopes. Voilà. Donc, voici un petit peu le plan du système. Alors, si on fait un zoom, qu'on essaie de regarder à quoi ressemblent ces étoiles, eh bien, on voit que Alpha Centauri A et B, donc les deux principales étoiles, comme je le disais, encadrent un petit peu le Soleil en termes de propriétés. Hein. Alpha Cen A est un peu plus grande et Alpha Cen B est un petit peu plus petite que le Soleil, hein, de l'ordre de 5 à 10%. Et puis l'étoile Proxima, eh bien, elle est beaucoup plus petite. Hein. On la voit ici à droite de l'écran. C'est une naine rouge. Donc c'est une des plus petites étoiles qui existent. Hein. Et on peut même comparer sa taille à la taille des planètes géantes de notre système solaire, donc Jupiter et Saturne. Et on voit que Proxima, eh bien, elle est suffisamment petite pour passer dans les anneaux de Saturne. Donc c'est une étoile tout à fait particulière, vraiment très petite. Alors, Proxima, elle est petite, mais elle a une particularité quand même, c'est qu'elle est extrêmement dense. Elle est beaucoup plus dense que le Soleil. Hein. Le Soleil pèse à peu près 1,5 kg par litre de Soleil, alors que Proxima pèse à peu près 40 kg par litre de Soleil. Donc c'est une étoile qui est très dense, un peu comme du plomb en fait. Elle a une densité supérieure au plomb. Voilà. Alors, Proxima est particulièrement intéressante aujourd'hui parce qu'elle est accompagnée de planètes. Et de planètes qui ont été découvertes il n'y a pas si longtemps. Hein. On en connaît aujourd'hui 3 en orbite autour de cette étoile.
La première à avoir été découverte, c'est la planète Proxima b, hein, dont la période orbitale est de 11 jours seulement. Donc elle fait un tour de Proxima en 11 jours, comparé à la Terre qui tourne autour du Soleil en une année. Donc elle orbite très près de l'étoile Proxima. Mais comme l'étoile Proxima elle-même est très peu brillante, eh bien, il se trouve que Proxima b est à la bonne distance pour permettre l'existence d'eau liquide à sa surface. Donc c'est une planète qui est très très prometteuse parce qu'on a les conditions, en théorie, pour permettre l'existence d'eau liquide et peut-être l'existence d'organismes vivants. Alors sa masse est d'environ 1,5 fois la masse de la Terre et elle a été découverte il y a seulement 6 ans, donc tout récemment. Une seconde planète qui a été découverte il y a 2 ans, c'est Proxima c. Donc cette planète a une période beaucoup plus longue que la première. Elle a une période d'à peu près 5 ans, un peu plus de 5 ans. Et sa masse la rapproche plus des géantes comme Uranus ou Neptune dans notre système solaire, donc une masse supérieure à 6 masses terrestres. La troisième, Proxima d, a été découverte cette année, donc vraiment tout récemment. Donc c'est une planète qui est très très peu massive, hein, qui a une masse de l'ordre de la masse de Mars, hein, ou même un petit peu moins. Sa période orbitale est de seulement 5 jours. Donc c'est une période très très courte. Alors Proxima b est la seule de ces 3 planètes à se trouver dans la zone habitable, c'est-à-dire la zone où il est possible d'avoir de l'eau liquide à la surface parce que la température est proche et au-dessus de 0, hein, au-dessus de 0 degrés Celsius. Voilà, donc un petit portrait de famille de ces différentes planètes. Et alors, que peut-on dire aujourd'hui de la planète Proxima b? Donc Proxima b, on ne connaît pas grand-chose, hein, on ne l'a pas détecté directement, on sait seulement sa masse. À peu près, on sait sa masse, à peu près 1,5 fois la masse de notre Terre. On ne connaît pas sa composition. On sait seulement une chose qui est tout à fait probable, c'est que sa rotation, donc sur elle-même, est très vraisemblablement synchronisée avec la révolution autour de Proxima, l'étoile. Alors, c'est un peu la même situation que la Lune orbitant autour de la Terre, qui tourne toujours de la même face vers la Terre. On pense que c'est la même situation pour la planète Proxima b avec l'étoile Proxima. Et donc, cette planète est un peu dans une configuration où seulement un hémisphère est éclairé en permanence par l'étoile et l'autre n'est jamais éclairé. Donc, il y a des modèles qui ont été construits, hein, sur la base de cette configuration, de cette géométrie assez particulière. Et par exemple, ici, sur l'image, on voit un modèle de Proxima b sous la forme d'une planète océan. Donc on imagine que Proxima b est recouverte d'eau, hein, c'est une possibilité tout à fait réelle. Eh bien, à la surface de Proxima b, il y aurait un hémisphère tourné vers l'étoile dont la température atteindrait à peu près 30 degrés, donc tout à fait vivable, hein. Par contre, l'hémisphère le plus éloigné de Proxima, dans la nuit permanente, eh bien, la température serait seulement de moins 70 à moins 90 degrés Celsius. Donc un océan gelé, hein, en réalité. Donc ce qui est intéressant, c'est que dans ce type de modèle, eh bien, il y a une partie tout à fait significative de la surface de la planète qui permet l'existence possible de vie, hein. Donc c'est une cible extrêmement intéressante pour aller chercher des traces de vie extraterrestre. Voilà, alors maintenant, la question, on a découvert cette planète tout à fait intéressante, vraiment potentiellement un havre, un support pour le développement de la vie. Maintenant, on n'en connaît pas encore grand-chose, hein, on n'a pas détecté directement notamment la lumière en provenance de cette planète Proxima b, on sait essentiellement sa masse, ses propriétés orbitales, mais on ne connaît pas sa composition chimique, on ne connaît pas la nature de sa surface. Est-ce que c'est du liquide? Est-ce que c'est une surface solide? On ne sait pas si elle a une atmosphère. Donc c'est quelque chose, il faut pouvoir caractériser l'ensemble de ses propriétés et surtout donc chercher si la vie a pu se développer sur cette planète.
Alors, comme il s'agit de notre plus proche voisine, on peut se poser la question, eh bien, peut-on y aller? Peut-on envoyer une sonde spatiale ou même envoyer éventuellement des astronautes rendre visite à cette planète Proxima b? Eh bien, la distance de Proxima b, elle est de 4,25 années-lumière. Donc, c'est la plus proche étoile, Proxima est la plus proche étoile de nous, mais elle est quand même à plus de 4 années-lumière de nous. Alors, 4 années-lumière, ça paraît assez peu, hein, le chiffre 4, mais en réalité, c'est très très loin. Hein. Ça correspond à une distance de 40 000 milliards de kilomètres. Donc, c'est une distance vraiment immense, inimaginable. Hein. Et donc, la grande difficulté de tout projet de mission d'exploration de la planète Proxima b, eh bien, c'est la distance et c'est donc la vitesse en réalité, le temps de trajet, le temps de voyage pour rejoindre une planète comme Proxima. Alors, pour essayer de résoudre ce problème de la vitesse hein, et ce problème du temps de trajet, eh bien, il y a un projet qui a été proposé il y a 5 ou 6 ans, qui s'appelle le projet Breakthrough Starshot, qui est basé sur l'utilisation de voiles photoniques, c'est-à-dire de grandes voiles propulsées par de l'énergie lumineuse, propulsées par de la lumière. Un peu comme les voiles d'un navire sont gonflées, sont poussées par le vent, eh bien là, le concept, c'est d'avoir une voile très très légère, hein, propulsée par la lumière. Alors, en l'occurrence, par la lumière d'un laser. On verra une petite animation juste après. Et l'idée est d'avoir des vaisseaux spatiaux extrêmement légers, de quelques grammes seulement. Donc une masse très très faible. Alors, on voit ici sur l'image une illustration de microsatellites, hein, une toute petite plaquette électronique qui comporte tous les sous-systèmes d'un satellite et qui est un modèle de ce qu'on pourrait envisager pour une telle sonde ultra légère. Alors, le concept de cette mission, eh bien, il est le suivant. On dépose en orbite des voiles des voiles très très fines, hein, donc, qui portent la charge utile avec la petite sonde au centre de la voile. Et puis au niveau du sol, on a un ensemble de lasers extrêmement puissants, mais d'une puissance jamais vue hein, encore. Hein, donc c'est quelque chose de très difficile à réaliser, mais d'une très très grande puissance qui propulse cette voile photonique, hein, dont la taille serait de quelques mètres, hein, peut-être 2 ou 3 mètres de côté, la propulse grâce à la puissance du laser à une vitesse de 20% de la vitesse de la lumière. Donc 20% de la vitesse de la lumière, ça commence à être déjà rapide. Et on a vu que la distance de Proxima, c'est 4 années-lumière à peu près. Donc si on va à 20% de la vitesse de la lumière, ça veut dire qu'en 20 ans, on peut arriver à 20 ans de voyage, on peut arriver au système d'Alpha du Centaure et à Proxima. Donc on voit ici sur cette illustration une vue d'artiste des étoiles Alpha Centauri A et B, de la planète Proxima b ici, hein, qui est représentée un petit peu comme la Terre. Hein. Et l'idée est que cette sonde puisse prendre des photographies de cette planète et les envoyer ensuite vers la Terre grâce à un faisceau laser envoyé en retour par réflexion sur la voile photonique. Voilà, donc ce signal mettrait plusieurs années évidemment à nous parvenir, hein, puisqu'il voyagerait à la vitesse de la lumière et serait capté hein, par des grands télescopes au sol. Voilà, donc ce projet Breakthrough Starshot, eh bien, il est extrêmement excitant. Ici, on a une représentation un peu artistique de ce que verrait la sonde spatiale au passage de la planète Proxima b. Et on voit qu'à la vitesse de 20% de la vitesse de la lumière, eh bien, l'observabilité de cette planète serait quand même très très brève. Après plus de 20 ans de voyage, eh bien, on a quelques secondes où on peut prendre en photographie la planète et éventuellement détecter la vie. Donc, il y a des idées pour pouvoir ralentir la sonde et essayer de l'injecter en orbite autour de Proxima. Voilà, ça c'est une complication un peu supplémentaire. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci Pierre, bravo. Je vous avais dit qu'on partirait très très loin, j'ai pas menti. Alors, on va continuer, on va poursuivre les conférences et puis tu restes pas loin de nous puisque après, les gens vont te poser plein de questions ainsi qu'à nos autres invités. Merci beaucoup. Alors, je vous ai dit que nous avions
en France le privilège d'avoir des chercheurs et des chercheuses de très haut niveau. On en a vu déjà pas mal. On a l'habitude d'en inviter beaucoup ici à Startup pour cette 4e édition. Eh bien, j'ai le grand privilège et le grand bonheur d'accueillir une chercheuse d'exception, Caroline Freyssinet, vous pouvez applaudir. Elle travaille au CNRS, au LATMOS. C'est un laboratoire historique du CNRS qui s'occupe beaucoup des atmosphères planétaires, notamment. Et donc, bien, souvent les chercheuses, et je dis bien les chercheuses du LATMOS, ont des vies extraordinaires. Ce sont des personnes extraordinaires aussi et pas du tout ordinaires. Caroline, il ne faut pas l'embêter parce que quand elle va au Groenland, par exemple, eh bien, elle a un fusil pour se défendre si jamais elle croisait un ours. Alors, je ne sais pas s'il y a des ours dans la forêt de Meudon. Il y a eu des loups il y a très longtemps. Elle a posé son fusil. Caroline, c'est à toi. Merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. Tu vas nous parler de cette vie extraordinaire d'exobiologiste. Merci Gilles. Merci à tous. Bonjour à tous. Donc effectivement, donc on m'a demandé aujourd'hui de parler de mon métier, ma passion, mon parcours. Un peu ma vie, mon œuvre. C'est quelque chose qu'on n'a pas trop l'habitude de faire en tant que scientifique, où on a plutôt tendance à parler des résultats de nos recherches et beaucoup moins de notre vie de chercheur finalement. Donc commençons par le commencement. Je ne vais pas vous parler de la formation du système solaire, hein, pas du tout. Je vais vous parler de mon commencement à moi, qui est beaucoup plus récent. Et donc, là, on voit une représentation du système solaire avec les différentes planètes. Qu'est-ce que ça vous évoque? Moi, je ne vais pas vous dire que ça m'évoque des longues soirées d'été passées allongées dans l'herbe avec mes parents à regarder les étoiles. Ça serait mentir. Moi, ce que ça m'évoque, c'est plutôt des longues soirées avec mon frère sur le canapé à regarder X-Files. Donc cette série de science-fiction de la fin des années 90 où les agents secrets Mulder et Scully traquaient les extraterrestres. Et donc, on regardait ça en boucle et finalement, ça m'a un peu motivée pour cette question, est-ce qu'il y a de la vie ailleurs? Qu'est-ce que c'est un extraterrestre? Comment on peut les rechercher? Moi, je veux faire comme Mulder. Et donc, je me suis rendu compte que ce n'est pas uniquement une question de science-fiction, mais c'est également une question scientifique. On peut y répondre scientifiquement. Il y a une branche de la science qui s'intéresse à la recherche de la vie extraterrestre, ça s'appelle l'exobiologie ou l'astrochimie. Et donc mon parcours, il est un peu marqué par une diversité qui est à la fois thématique et géographique. Je vais le faire très rapidement. J'ai fait de la biologie à Lyon, de la biochimie à Lyon, ensuite à Orsay, de l'évolution primitive de la vie. J'ai fait une année de césure ensuite en Nouvelle-Zélande. Et je ne sais pas si j'ai... Non, j'ai pas de laser. Et donc là, on voit sur la photo mes collègues de Nouvelle-Zélande qui me souhaitaient un bon départ après cette année de césure. J'ai ensuite effectué un doctorat en chimie analytique à Centrale. Et donc là, sur la photo, je me suis intéressée beaucoup à la communication. Déjà, là, on me voit en train de présenter à la Fête de la Science. D'ailleurs, Fête de la Science, qui, je rappelle, est dans 3 semaines cette année et qui est nationale. Donc, allez-y, emmenez vos enfants, découvrez le monde de la science, de toutes les sciences. Et ensuite, j'ai effectué donc 6 ans de post-doctorat au centre NASA Goddard en astrochimie, avant d'être recrutée au CNRS en 2017. Donc, qu'est-ce qu'on voit là-dessus? Bon, déjà, on voit qu'on aime beaucoup les logos. Et beaucoup les acronymes aussi, mais je ne vais pas vous assommer avec ça. Mais ce qu'on voit surtout, c'est qu'entre mon bac et donc mon recrutement, il y a eu 18 ans qui s'est passé. Donc 18 ans, c'est beaucoup. Ce qu'on peut comprendre, c'est que quand on a des gens qui viennent arguer contre des scientifiques sur leur sujet de recherche, en disant « oui, vous dites ça, mais moi j'ai vu une vidéo sur YouTube qui dit le contraire », on imagine que c'est un petit peu rageant et qu'on n'est pas tout à fait égalitaire au niveau des argumentations. Ce qu'on voit aussi sur les 18 ans, c'est qu'en fait, c'était 18 ans de bonheur, de passion, de découverte, d'apprentissage, etc., etc. Et donc, mon sujet de recherche, c'est la recherche de matière organique dans le système solaire. Ses sources, ses puits, sa distribution, et éventuellement donc la recherche de vie. Il y a deux aspects dans cette recherche. Le premier, j'aime bien l'appeler la tête dans les étoiles. La tête dans les étoiles, c'est construire des instruments, c'est aller rechercher in situ, envoyer des sondes sur les différents corps du système solaire. In situ, c'est-à-dire on va sur place, on construit des choses, on va rechercher sur les différents corps du système solaire d'intérêt la chimie, éventuellement la biologie qui s'y passe. Donc moi, je vais me concentrer sur 5 missions sur lesquelles je travaille sur 3 différents corps.
La première, c'est donc sur Mars. Bon, tout le monde est intéressé par Mars. Il y a la mission Curiosity, MSL 2012. On vient de fêter les 10 ans d'exploration de Curiosity sur Mars. Donc, ça fait 10 ans qu'il est en fonctionnement, qu'il explore un cratère qui s'appelle Gale. Ensuite, on a ExoMars. ExoMars, qui devait partir il y a 4 jours exactement, et qui est une collaboration avec la Russie. Et suite à cet arrêt de collaboration avec la Russie, il a été reporté. Vous voyez que le report, il part il y a 4 jours à 2028. Ce sont des gros reports. Un autre corps qui va nous intéresser, c'est Jupiter. Alors, pas Jupiter en soi, parce que c'est une géante gazeuse. Il n'y a pas trop d'intérêt pour l'exobiologie. Par contre, Jupiter, elle a à peu près 80 satellites qui orbitent autour d'elle. Et plusieurs de ces satellites ont un intérêt particulier, notamment Europe, satellite Europe. Et il y a une mission qui s'appelle Europa Lander. C'est une mission qui n'est pas encore actée, pas encore financée, mais qui est en projet. Et on construit déjà des instruments pour répondre à un futur appel d'offres éventuel. Mais on travaille dessus, en prévision. Et ensuite, Saturne. Donc Saturne, même que Jupiter, ce n'est pas la planète qui nous intéresse, ce sont ses satellites, qui en a à peu près 80 également, dont Encelade, sur lequel on aura la mission Eagle, qui est en préparation, également pas encore financée, de la préparation, de l'anticipation. Et la mission Dragonfly, donc Dragonfly, c'est une mission qui, celle-là, est financée et est en construction, qui partira en 2027 de la Terre pour atterrir en 2034 sur Titan, et pour aller explorer l'habitabilité, essayer de trouver éventuellement des traces d'une vie, mais principalement comprendre la chimie de Titan. Et donc, je suis une responsable scientifique d'un des instruments qui est sur Dragonfly. Et ce qui est intéressant, c'est que donc, je suis scientifique, mais à ce stade de conception et de construction, c'est plus de l'ingénierie. Et donc, je fais mes premiers pas, en quelque sorte, dans le milieu de l'ingénierie. Donc, je deviens presque ingénieur. Et donc, c'est cette collaboration ingénieur-chercheur qui fait qu'on est en construction de cette mission aujourd'hui. Et il faut savoir que la France, c'est quand même le deuxième contributeur au spatial. Tout ça, ce sont des missions sur lesquelles moi je travaille, mais il y a beaucoup plus de missions sur lesquelles des instituts français ont des contributions. Et donc, la France, deuxième contributeur après la NASA à l'exploration spatiale. Tout ça, ça se passe dans des laboratoires qui sont à quelques kilomètres de chez vous seulement, même quelques kilomètres d'ici. La deuxième partie de mon travail, deuxième aspect, celui que j'aime bien appeler les pieds sur terre, par opposition à la tête dans les étoiles. C'est très difficile de ramener des échantillons des différents corps du système solaire. Donc, pour anticiper les difficultés à étudier ces échantillons et pour tester nos instrumentations, on va aller récolter sur Terre des échantillons dans des environnements qui vont ressembler à des corps du système solaire, ce qu'on appelle des échantillons analogues. Typiquement, pour Mars, j'étais allée collecter des échantillons en Arizona sur les différentes strates. On voit qu'on a différentes strates là, sur le Painted Desert qui ont toutes des caractéristiques différentes. J'étais allée au Groenland, comme avait précisé Gilles, pour étudier des échantillons parfois récoltés au fond des lacs. Également au Svalbard, donc c'est une île qui est norvégienne, à 1000 km au sud du pôle Nord, pour faire également des études d'environnement martien. Et plus récemment, en Espagne, pour faire des études d'analogue de Europe, le fameux satellite de Jupiter, qui est un environnement très salé. Et là, ce qu'on voit sur les photos, c'est pas de la neige, hein, c'est du sel. On est sur des saumures, donc des environnements salés, on récoltait des petits échantillons d'eau. Donc ça fait très photo de vacances, je vous le conçois. Seulement, c'est la réalité de mon travail. C'est fantastique la recherche là-dessus. Et moi qui fais de la photographie, c'est vraiment un plaisir d'aller faire des collectes d'échantillons, des missions de terrain comme celle-ci. En fait, récemment, jeudi même, j'accompagnais ma fille à une petite section de maternelle. Et elle me demande « On va où, maman ?» Donc je lui dis « Tu vas à l'école. » Elle me dit « Pourquoi je vais à l'école ?» Ma réponse automatique que je lui ai faite dans ma tête, c'est « Tu vas à l'école pour apprendre plein de choses parce que c'est génial d'apprendre. » Et en fait, je me suis dit, ma réponse, elle est complètement biaisée. Finalement, moi, je suis chercheuse. Mon métier, c'est d'apprendre. J'en ai fait mon métier. Donc forcément, je trouve ça génial. Je suis payée pour apprendre, payée pour explorer. Explorer à la fois de manière concrète, hein, comme on peut voir sur ces différentes collectes d'échantillons, mais également de manière abstraite. Donc c'est vraiment un métier passion. On est libre de choisir nos sujets de recherche. C'est fantastique. On me demande souvent, c'est quoi que je préfère dans ce métier? Et quelque chose que j'aime beaucoup,
c'est qu'il n'y a pas 2 semaines qui se ressemblent. On est toujours sur de la diversité entre le terrain, les conférences, la formation des étudiants, le laboratoire, les rédactions, etc., etc. On ne s'ennuie jamais, même si de temps en temps, il y a de l'administratif qu'il faut bien faire. Et donc l'autre partie, c'est donc le laboratoire. Une fois qu'on a récolté les échantillons sur le terrain, il y a énormément d'études en laboratoire qui se passent. Je ne vais pas du tout détailler ce travail-là, mais je voudrais juste dire que la brièveté du temps que je passe sur cette slide ne reflète absolument pas le temps réel de cette partie de mon travail. Mais je préfère parler de la communication. Parce que la communication, c'est quand même très important dans cette recherche, à la fois intracommunautaire. Donc on voit des conférences internationales, on va présenter nos travaux devant des pairs, on va être challengé dans nos interprétations, on va élaborer de nouvelles collaborations, etc. C'est vraiment très important. Également, on va aller présenter des projets et être évalué. Donc c'est à peu près les seuls moments où vous verrez des chercheurs bien habillés. D'ailleurs, c'est au moment de ces évaluations, ici pour Dragonfly, en sachant qu'on entend souvent parler des missions qui sont des succès, mais il y a beaucoup plus d'échecs que de succès. Toute mission sélectionnée, pour une mission sélectionnée, il y en a 12 qui ne sont pas sélectionnés. Donc de temps en temps, on est du bon côté de la barrière, mais souvent on est de l'autre côté. Et les échecs, ça fait partie du métier. Ensuite, la communication intercommunautaire. C'est les conférences grand public, c'est d'aller dans les écoles, c'est des festivals comme celui-ci. Et pour ça, on va vraiment passer des messages en planétologie, en sciences planétaires. On a vraiment cette chance d'avoir une thématique qui intéresse tout le monde. Ça fait rêver les petits comme les grands. Et donc, on va en profiter pour faire passer ces messages et notamment faire tomber des barrières. Les barrières, il n'y en a pas si on veut faire de la science, de la recherche, du spatial. Il n'y a pas de barrière, surtout pas de genre. Il n'y a pas de barrière de niveau sociaux, il n'y a pas de barrière de niveau scolaire. Il n'y a pas besoin d'être excellent en maths pour être astrophysicien. Il suffit d'être passionné, d'être curieux, d'avoir envie de comprendre et d'avoir envie de faire avancer la connaissance. Donc je fais partie d'une association, donc c'est Femmes et Sciences et le CNRS qui ont fait ce programme pour promouvoir les femmes en sciences, pour faire tomber les barrières et puis pour vraiment empêcher l'autocensure en fait chez les jeunes. Et pour terminer, je veux dire que notre métier c'est du travail en collaboration. Tout seul, on ne peut rien faire, surtout dans le spatial. Ce sont des collaborations de dizaines, voire de centaines de personnes qui travaillent ensemble, en interaction permanente, que ce soit dans le laboratoire, au niveau francilien, national, international. Mais ce n'est pas uniquement de la collaboration géographique, c'est également de la collaboration au niveau des corps de métier. Et typiquement, le type de remerciement qu'on va mettre à la fin d'une présentation ou à la fin d'un projet, c'est qu'on va remercier tout le corps des ingénieurs, techniciens, des teams opérationnels, scientifiques, du management, de nos financeurs, par exemple le CNES, qui est l'Agence spatiale française, de tous les partenaires industriels, sans qui ces missions et ces mesures ne pourraient pas être possibles. Vraiment une collaboration générale, corps de métier, géographique, etc. Et donc, on forme également beaucoup les étudiants. Donc là, une petite... pour donc les 2 étudiants, excellents étudiants en thèse, que je co-encadre en ce moment, Valentin Moulet et Ophélie McIntosh, qui sont la future génération des chercheurs. Et les plus jeunes d'entre vous, vous êtes cette future génération. Les plus jeunes et ceux qui sont en études universitaires, vous êtes cette future génération, vous êtes la génération qui allait étudier les données de Dragonfly quand il atterrira sur Titan en 2034. Et donc, je vais terminer par dire que oui, la recherche, c'est une vocation, mais ce n'est pas une vocation avec laquelle on est né. C'est une vocation qui se construit, c'est une vocation qui se découvre. Et pour découvrir cette vocation, il faut être curieux. Et curieux non seulement des thématiques de recherche, mais également curieux, comme aujourd'hui, de la vie des gens qui font cette recherche. Et vous l'aurez bien compris, mais cette vie, moi, je l'échangerai contre rien au monde. Je vous remercie. Je vous avais dit que c'était une femme extraordinaire à la vie extraordinaire. Et je n'ai pas menti sur le fusil, vous avez bien vu. Vous avez vu, hein. Merci beaucoup, Caroline. Ce qui est très important, c'est que Caroline milite beaucoup aussi pour inspirer les jeunes, elle l'a dit, mais aussi pour sensibiliser les filles aux sciences,
et au métier de l'ingénierie et au métier technique. Il n'y a pas de raison qu'il y ait toujours ce décalage épouvantable, y compris dans les écoles d'ingénieurs où il y a 20% de filles, ce qui est évidemment pas suffisant et ce qui n'est pas normal. Alors, puisqu'on continue en fait eh bien dans l'exploration, tout le monde a entendu parler du James Webb Space Telescope, l'incroyable télescope à peu près au prix de 12 milliards de dollars, mais évidemment avec une contribution extraordinaire de l'Agence spatiale européenne, puisque c'est une Ariane 5 qui l'a lancé. Eh bien, ce James Webb Telescope commence à fournir ses premières données. Vous avez vu déjà des images du ciel profond. On a vu cette semaine encore des images, y compris des planètes du système solaire. On a vu Jupiter récemment, on a vu Neptune récemment, avec des photos jamais observées encore par un télescope de cette nature-là. Et donc, eh bien, pour nous parler du James Webb Telescope, j'ai le grand bonheur aussi de vous présenter Nour Skaf, qui est une doctorante en dernière année de l'Observatoire de Paris, une brillante astronome astrophysicienne, qui va venir donc eh bien, nous compter, nous décrypter les images du télescope incroyable, qui n'est pas le successeur du télescope Hubble, mais qui est la continuité du télescope Hubble. Nour, c'est à vous. Bonjour à tous, c'est un plaisir pour moi d'être aujourd'hui avec vous et de vous parler du télescope spatial James Webb, qui est pour moi très pertinent sur beaucoup d'aspects, et notamment sur les aspects de l'humanité, sur ce qu'il représente. J'ai eu la chance de participer au lancement du télescope James Webb en décembre dernier en Guyane française. Et pourquoi est-ce que pour moi le télescope James Webb est vraiment très particulier? Eh bien, il représente la plus grosse mission jamais faite par la NASA. C'est plus de 10 milliards de dollars, donc c'est vraiment la plus grosse mission spatiale jamais faite. Et c'est plus de 20 000 personnes qui ont travaillé dessus pendant plus de 30 ans sur ce télescope. Et ce qui me touche particulièrement, c'est qu'au-delà des différences culturelles, éthiques, religieuses, quelles que soient les différences que l'on peut avoir, et surtout de nos jours aussi avec, vous savez, toutes les différences qu'on peut avoir vis-à-vis du Covid, est-ce qu'on est pro-vaccin, anti-vaccin, est-ce qu'on va se faire la guerre pour telle ou telle chose, si on est pro-Zemmour ou pro-Macron ou pro-Mélenchon. On a énormément de différences, et quoi qu'il en soit, ce télescope James Webb, moi personnellement, ça m'a beaucoup touchée, parce que quelles que soient les différences que l'humanité peut avoir, eh bien malgré tout, on est capable de s'unir. On est capable de travailler ensemble sur un projet qui est d'une prouesse technologique unique au monde. C'est un télescope de 6,5 mètres de diamètre. Il n'y a jamais rien d'aussi compliqué qui a jamais été fait par l'humanité. C'est une vraie merveille de l'humanité, c'est une vraie prouesse technologique. Et c'est particulièrement, je trouve, inspirant de voir à quel point l'humain est capable de s'unir pour pouvoir accomplir quelque chose qui répond aux questions fondamentales de l'humanité. D'où est-ce que l'on vient? Parce que là, ce télescope, en l'occurrence, il va vraiment regarder aux origines de l'univers. Jamais on n'a pu regarder aussi loin dans le temps. Soit dit en passant, les premières images, peut-être que vous les avez vues, elles sont sorties en juillet. Donc maintenant, le télescope, il est actif. Et ce que je veux dire par là, c'est que la science, en particulier l'astronomie, ça a un vrai potentiel de nous montrer à quel point, de vraiment nous mettre une claque d'humilité sur notre place dans l'univers, sur notre place vis-à-vis de nos problèmes, notre place dans le monde, et répondre aux questions vraiment existentielles. Et en l'occurrence, l'humanité est capable de s'unir pour répondre à ces questions existentielles ensemble. Et pour moi, c'est quelque chose qui est... Quand je termine ma thèse d'ici quelques mois, c'est une période assez compliquée. Je suis arrivée en France mardi, soit dit en passant. J'étais à Hawaï, donc je peux vous dire que j'ai assez peur de l'hiver qui arrive là. Et je me dis, mais pourquoi est-ce que je fais tout ça? Pourquoi est-ce que je reste en astronomie? Pourquoi est-ce que ça fait 10 ans que je m'arrache les cheveux à faire des choses compliquées avec énormément de sacrifices? Pourquoi est-ce que je reste à faire autant de sacrifices? Et c'est ça que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. Qu'est-ce qui, moi, me touche d'un point de vue humain sur l'astronomie? Alors ça, c'est la première image qui a été introduite pour le président. Qui est parmi vous qui a vu cette image déjà auparavant? Ok, il y a beaucoup d'entre vous qui ont vu cette image. Cette image, elle est sortie le 12 juillet dernier, et c'est le président Joe Biden, président américain Joe Biden, qui l'a introduite la première fois.
et en mettant vraiment en exergue à quel point le télescope James Webb est aussi quelque chose de vraiment fondamental, non seulement d'un point de vue scientifique, mais aussi ça représente énormément de choses d'un point de vue politique, économique et pour l'humanité d'une manière générale. Alors là, ce qu'on voit sur cette image, moi je vous ai dit quand j'ai vu cette image, ça a été quelque chose d'assez fort. Moi, quelque chose qui me marque vraiment profondément, la résolution ici n'est pas forcément énorme, mais on voit des galaxies, on voit une tonne de galaxies. Et en fait, cette image, elle représente un point. Si je mets mon doigt dans le ciel, en fait, la surface que cette image représente, c'est la surface dans le ciel de un point large comme mon doigt, comme un grain de sable, pardon, à la distance de mon bras. Donc c'est vraiment infiniment petit dans le ciel, et malgré ça, on voit qu'il y a des milliers et des milliers de galaxies. Et chacune de ces galaxies a on estime qu'il y a environ 100 milliards d'étoiles dans chaque galaxie. Donc imaginez un instant, si seulement sur un grain de sable dans le ciel, on a autant de galaxies, si on multiplie par autant de grains de sable pour faire toute une sphère autour de nous, imaginez le nombre de galaxies qu'on a autour de nous. Imaginez le nombre de galaxies qu'il y a dans l'univers. Imaginez à quel point l'univers est grand, est fondamentalement grand. Et si il y a autant de galaxies, il y a encore plus, il y a 100 milliards de fois plus en moyenne, environ, d'étoiles. Et on estime qu'il y a 4 fois plus d'exoplanètes que d'étoiles dans l'univers. L'exoplanète, Pierre Carvela, qui a parlé plus tôt, les a introduites. Ce sont ces planètes qui gravitent autour d'autres étoiles que le Soleil. Et on estime que possiblement, il y en ait au moins quelques-unes qui pourraient recevoir la vie, notamment Proxima du Centaure, que Pierre a introduit plus tôt. Donc imaginez un instant le nombre de possibles planètes analogues à la Terre qu'il pourrait y avoir dans l'univers. Moi, je trouve ça absolument incroyable de voir à quel point, en fait, on est vraiment j'ai le mot en anglais qui me vient, speck, on est vraiment absolument rien. On est moins qu'un grain de sable dans l'univers, et simplement la Terre. Et en faisant ça aussi, ça fout vraiment une claque d'humilité. Qu'est-ce que nous sommes, nous? Qu'est-ce que nous sommes dans cette vastitude? Qu'est-ce que nous sommes dans cet aspect vraiment très grandiose de l'univers? Eh bien moi, c'est là où en fait on revient aussi, grâce à cette image aussi, on retourne aussi dans le temps. En fait, les galaxies qui sont les plus rouges, ce sont les galaxies qui sont un peu plus jeunes dans l'univers. Alors, j'imagine que vous avez tous entendu parler du Big Bang. Le Big Bang, ce petit point où il y a eu une singularité qui s'est passée, et ça a fait une grosse explosion qui au départ est de la lumière, vraiment juste de la lumière devient matière, la matière devient d'abord des hydrogènes, puis il y a des étoiles qui se forment, il y a de la fusion nucléaire, il y a des atomes plus lourds qui se créent, avec première génération d'étoiles, deuxième génération d'étoiles qui créent des atomes de carbone, d'oxygène, tout ce qu'on a nécessaire pour créer la vie et pour créer des êtres humains comme vous là-bas. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'on est tous le résultat de 13,8 milliards d'années d'évolution. On est littéralement le résultat du Big Bang. On est le résultat de l'univers, de la lumière du Big Bang. Et en fait, quand j'ai vu cette image, moi, ce qui m'a vraiment le plus marqué, c'est que ces galaxies-là, en fait, c'est nos cousines, dans un sens, parce qu'on a la même origine. Et en fait, c'est ça que je trouve vraiment magnifique dans l'astronomie, c'est quand bien même on a des différences avec nos voisins, on se déteste les uns aux autres, ou alors on s'aime les uns aux autres. Il y a énormément de choses que l'astronomie, en fait, nous inspire, énormément d'amour, ne serait-ce que par le fait de nos origines communes, les uns avec les autres. Et moi, c'est quelque chose qui me plaît particulièrement. Enfin bref, je vais continuer aussi là-dessus. Quelque chose ça c'est l'image qui a été présentée le jour suivant. L'anneau de Sud, je ne sais pas comment on dit en français en réalité, je suis désolée. En fait, c'est la mort d'une étoile. Qui est-ce qui a vu celle-ci, cette image? Elle a été présentée par le télescope Hubble aussi, elle est souvent montrée.
En fait, c'est la mort d'une étoile, c'est la fin de vie d'une étoile. Et moi, ce qui me touche dans cette image, c'est que quand bien même c'est la mort d'une étoile, donc la fin d'un cycle, c'est quelque chose qui est aussi très très violent, hein. C'est une explosion énorme qui arrive lorsqu'on a la fin de vie d'une étoile. Et malgré l'aspect très violent, quand on prend un peu de recul, on voit cette beauté qui est vraiment très touchante, très grandiose. Et la façon dont moi je le ressens personnellement, c'est que quels que soient les événements parfois violents qu'on a dans la vie, parfois la vie n'est vraiment pas du tout un fleuve tranquille, il y a des moments qui sont très violents, très difficiles à passer. Mais malgré tout, il y a de la beauté dans chaque événement. Et c'est ça qui, globalement, il y a une harmonie globale dans l'écosystème. Il est nécessaire d'avoir la mort des étoiles pour après avoir une deuxième génération d'étoiles qui est nécessaire pour avoir les éléments, pour avoir la vie. Ça, c'est la nébuleuse de la Carine. Parmi vous, ça parle à quelqu'un, qui est-ce qui l'a vue, celle-ci? Oui, il y en a pas mal aussi. Donc cette nébuleuse, en fait, c'est quelque chose qui est beaucoup plus gros que l'image précédente. Chaque point ici, c'est une étoile. En fait, c'est comme une maternité d'étoiles. En fait, c'est un gros nuage de gaz et de poussière où les étoiles naissent. Et ce que je trouve assez beau là-dedans, c'est que là, pour le coup, c'est beaucoup plus lent, beaucoup plus stable. Bon, évidemment, il y a des aspects un peu plus dynamiques aussi, mais quoi qu'il en soit, ça suit assez bien l'image précédente qui était ici, parce que une fois qu'on a, vous voyez ici, quand on a la poussière et le gaz, le gaz en l'occurrence qui sort de l'étoile de par l'explosion, ensuite on a ça a recréé après bien longtemps, mais ça très très longtemps en réalité, mais ça a recréé des conditions pour après créer des nouvelles étoiles avec des nouvelles conditions. Et là, en l'occurrence, c'est la nouvelle naissance d'étoiles. Voilà, donc moi, ce qui m'intéresse en particulier aussi, c'est les exoplanètes. Donc ces planètes qui gravitent autour d'autres étoiles que le Soleil. Là, en l'occurrence, c'est un spectre, c'est-à-dire qu'on regarde l'atmosphère de ces exoplanètes. Et en regardant les atmosphères, on peut regarder à différentes couleurs, c'est-à-dire le spectre. Et ça peut nous donner des informations sur la composition chimique. Est-ce qu'il y a du carbone? Est-ce qu'il y a du CO2? Est-ce qu'il y a du méthane, CH4? Est-ce qu'il y a de l'eau? En l'occurrence, en bleu, là, il y a certains pics où il y a de l'eau. Et ce qui m'intéresse en particulier, moi, au niveau des exoplanètes, c'est en regardant la chimie, c'est de voir à quel point ces exoplanètes sont vraiment très diverses et variées, bien plus diverses et variées que celles qu'on a dans notre système solaire. On a certaines exoplanètes et elles sont bien plus... les exoplanètes, en l'occurrence, là, c'est ce qu'on appelle une Jupiter Show. C'est un Jupiter Show en français, je crois, c'est masculin. C'est une planète qui est aussi grosse que Jupiter, mais qui gravite extrêmement proche de son étoile, en de 3 à 10 jours. Donc c'est extrêmement chaud, c'est vraiment quelque chose qui est c'est très infernal. Et elles sont généralement assez enflées. Bref, tout ça pour dire que plus on observe l'astronomie, plus on se rend compte en fait que quoi que l'on peut imaginer, la réalité est bien plus étrange que la fiction, est bien plus étrange encore que tout ce que l'on peut imaginer. Et c'est ça que je trouve aussi fascinant avec l'astronomie, c'est que ça va bien au-delà de notre capacité de compréhension. Mais encore plus... alors je crois que la dernière slide, elle apparaît pas, on m'avait prévenu pour ça. Bref, tout ça pour dire que pour moi, l'astronomie, c'est quelque chose qui est particulièrement enrichissant d'un point de vue humain et personnel, pour pouvoir prendre un certain recul vis-à-vis de notre propre petitesse, et de se rendre compte qu'en fait, l'univers qu'on regarde dans un ciel étoilé, eh bien l'univers est en fait en nous. Nous sommes l'univers, et c'est à nous d'avoir une conscience quotidienne de cet aspect pour pouvoir au mieux faire face à nos aspects de la vie et simplement être présent dans l'instant présent. Et sans se prendre vraiment trop au sérieux. Nous ne sommes rien, mais en même temps, nous sommes tout. Voilà, merci beaucoup. Et maintenant, l'heure est à vous. Jules va se promener parmi vous pour vous permettre de vous poser vos questions. Et nos invités vont y répondre. Allez-y. Bonjour. À quand la première image de Proxima B avec le JWST?
C'est une très bonne question. Alors, il est vrai que le JWST va observer Alpha du Centaure, donc le Alpha du Centaure A et B, et Proxima également. Malheureusement, Proxima B, elle a un défaut, c'est qu'elle est très proche de son étoile, angulairement, et donc c'est difficile pour ce télescope de résoudre, de séparer la planète et l'étoile. Donc, on va essayer, mais il n'y a pas beaucoup d'espoir que ça soit détecté avec JWST. Par contre, dans quelques années, il y a un immense télescope au sol qui va être mis en service, c'est le ELT, l'Extremely Large Telescope de 39 mètres de diamètre. Et là, on a l'espoir de pouvoir séparer la planète de son étoile et détecter, faire un spectre, mesurer voilà, s'il y a de l'eau à sa surface, par exemple. Avez-vous une autre question? Oui. Alors, madame et monsieur. Allez-y. Bonjour, merci pour la qualité de vos présentations. J'ai une petite question pour vous. Vous avez donc parlé du projet pour aller détecter en fait ce qu'il y aurait sur Proxima B. Et vous avez parlé de toile photonique. En quelle matière c'est fait? Alors oui, il s'agit de voiles photoniques, de voiles par analogie aux voiles des navires. Donc alors le matériau, pour l'instant, on n'a pas de matériaux qui correspondent aux contraintes qui sont nécessaires. Il faut idéalement que ce soit un matériau qui absorbe très très peu de lumière, donc un miroir quasi parfait, qui soit extrêmement léger et qui soit très très résistant. Alors, il y a des projets qui envisagent le graphène, par exemple. Le graphène qui est une sorte de maillage d'atomes de carbone qui est une solution possible. La difficulté, c'est que ce produit est assez transparent. Et malheureusement, ça ne fonctionne pas très bien. Mais il y a des espoirs vers ce type de matériau. Mais c'est vrai que le matériau, on ne le connaît pas encore, qui correspond aux contraintes. Voilà. Une autre question. Alors d'abord, je voulais vous remercier pour vos présentations qui sont passionnantes. Et ma question est par rapport au télescope James Webb. Est-ce que nous avons, nous, en France, contribué à une partie de ce télescope? Et si oui, est-ce que de ce fait, nous recevons la primauté des images? Alors je crois qu'en réalité, Pierre pourra probablement bien mieux répondre que moi. Cela dit, juste un petit mot. Mon directeur de thèse a fait le design du coronographe de l'instrument MIRI et il y a toute une partie qui a été faite ici et au CEA. Et il y a déjà certaines données de commissioning, qu'on appelle ça, qui sont déjà accessibles à certaines personnes qui ont travaillé dessus. Mais oui, il y a toute une équipe sur plusieurs labos qui a été très investie, notamment en particulier sur l'instrument MIRI. Absolument, tu as très bien répondu, c'est tout à fait vrai. Il y a une partie de l'instrumentation qui a été faite ici à Meudon, en effet. On peut même rajouter que le coronographe est une invention française. Bernard Liot, ici même, qui était astronome à Meudon, a inventé le coronographe il y a déjà... C'était un autre siècle. Alors, une autre question. Oui, quand on envoie une sonde sur une planète pour voir s'il y a de la vie, comment est-ce qu'on s'assure qu'on ne va pas polluer en envoyant de la vie, justement? Alors, Caroline, elle va pouvoir répondre à cette question. Merci. Je n'ai pas vu où était la personne qui posait la question. Ah, pour regarder, merci. Donc, c'est une excellente question déjà, parce qu'il y a toute une thématique qui s'occupe de ça, qui s'appelle la protection planétaire. La protection planétaire, elle est à double sens. C'est que d'une part, on ne veut pas contaminer les planètes qu'on va explorer. Et quand on ramène des échantillons, d'ailleurs dans le système solaire, on ne veut pas contaminer la Terre avec des choses qui pourraient être dangereuses pour notre Terre. Et donc la façon dont on décontamine nos sondes, c'est selon le corps qu'on va explorer. Si on a des corps avec de l'eau liquide, on s'imagine que des bactéries pourraient se développer. Donc on a des niveaux qui sont très très stringents sur la désinfection. On va chauffer pendant un certain temps tout l'instrument et toute la mission pour enlever toute forme de vie qui peut se trouver dessus. Ce qui nous donne énormément de contraintes parce qu'on fait de la chimie. Donc quand on chauffe nos réactifs chimiques, on va les dégrader. Donc il faut qu'on utilise des réactifs chimiques qui ne soient pas dégradés dans la stérilisation de l'instrument. Donc c'est vraiment tout des thématiques. Les scientifiques travaillent en collaboration avec les personnes de la protection planétaire pour éviter justement d'aller contaminer ces autres planètes. Caroline, est-ce qu'on sait vraiment désinfecter à 100% une sonde spatiale?
C'est pas du 100% dans le sens où c'est en dessous d'une certaine limite. On va s'autoriser d'avoir jusqu'à 3 spores par mètre carré sur la carlingue. Et puis par exemple pour Mars, il n'y a pas de nutriments. Donc même si on avait quelques microbes sur Mars ou sur la Lune, des microbes terrestres qui resteraient à bord, s'il n'y a rien à manger, il n'y a rien à boire, globalement on risque pas grand-chose. On risque pas grand-chose, mais la vie nous étonnera toujours. Elle arrive à se développer dans des endroits où on n'imagine pas qu'elle puisse se développer. Et c'est pour ça également qu'il y a plusieurs catégories dans la protection planétaire. Et si on va sur Mars, par exemple le rover Curiosity qui est sur Mars, il est dans une catégorie intermédiaire de décontamination, ce qui ne lui donne pas le droit d'aller explorer une zone si on trouve de l'eau liquide. Donc si on voit de l'eau liquide avec les caméras quelque part sur Mars, proche de Curiosity, on n'a pas le droit de s'en approcher parce qu'on ne rentre pas dans la catégorie qui permet d'accéder à l'eau liquide. Avez-vous une autre question? Madame. J'avais une question pour Caroline. Est-ce que vous travaillez sur la mission de Persévérance? Est-ce que l'outil Supercam vous aide dans vos recherches? Voilà. Donc, alors, je suis officiellement dans l'équipe Supercam, mais en pratique, je ne travaille pas sur Persévérance parce que ce n'est pas une mission d'exobiologie. Il n'y a pas de chimie qui se passe dessus. La chimie de Persévérance, c'est lorsqu'on ramènera les échantillons. Donc, Persévérance, c'est la première mission du programme de retour d'échantillons. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la partie retour d'échantillons. Ce n'est pas la partie des analyseurs qui se trouvent à bord de Persévérance aujourd'hui, qui ne font pas d'exobiologie. Les échantillons qui reviendront sur Terre aussi grâce à l'Agence spatiale européenne, avec une collaboration incroyable avec les Américains, où on a changé cet été les plans complets. On va utiliser des hélicoptères géants pour ramener les échantillons en orbite. Et d'ailleurs, les Français sont très impliqués. Il y a une société pas très loin d'ici qui fait des caméras stellaires qui s'appelle Sodern à Villeneuve-Saint-Georges, qui travaille sur ce rendez-vous spatial jamais fait en orbite autour de Mars. Une autre question? Oui, bonjour. Excusez-moi, c'était pour le projet Proxima B. Est-ce que combien y a-t-il de pourcents de chances que ça heurte, qu'elle n'arrive pas jusqu'à la destination, qu'elle n'heurte pas un objet? Oui, alors c'est vrai que c'est une très bonne question parce que quand on lance une sonde à une vitesse très très grande, 60 000 km par seconde, eh bien, si elle rencontre un grain de poussière, si elle rencontre un petit caillou, il y a de grandes chances qu'elle soit complètement pulvérisée. Alors, la densité de poussière n'est pas très importante, heureusement, parce que si on envoie une sonde vers Proxima, en fait, on ne va pas rester dans le plan du système solaire, dans le plan où sont les planètes du système solaire. On va sortir de ce plan. Donc, on va sortir de la zone la plus poussiéreuse de notre système solaire. Alors, là, il y a toujours un risque qu'il y ait un grain de poussière qui se trouve sur la trajectoire de la sonde. Mais ce qui est envisagé pour l'instant, c'est d'incliner la voile après son départ pour la mettre sur la tranche, c'est-à-dire pour offrir une surface la plus petite possible pour les possibles impacts. Voilà. Et ensuite la remettre correctement pour son arrivée à Proxima. Voilà. Nous avons d'ailleurs appris que le James Webb Télescope a été heurté par un petit grain de poussière. Ça aurait pu être une catastrophe et finalement ça ne l'est pas. Ouf. Donc c'est une bonne question avec une très bonne remarque, effectivement. Alors, y a-t-il d'autres questions? On en reste là pour l'instant. Allez, une dernière question à nos 3 invités extraordinaires. On va les applaudir bien fort après. Pourquoi Hawaï? Pourquoi Hawaï? Il y a l'un des plus gros observatoires au monde, au sommet du Mauna Kea, qui est à 4200 mètres d'altitude. C'est une localisation très particulière pour plusieurs raisons en astronomie. D'une part, parce que du fait qu'on est assez en altitude, à 4200 mètres, on sépare de toute une partie de l'atmosphère, ce qui est très important, en particulier quand tu fais de l'astronomie infrarouge et en optique, parce que l'atmosphère va venir impacter la forme de la lumière, qui fait qu'à terme, si on ne corrige pas ces déformations de l'atmosphère, on n'a plus un point lumineux, mais on a un flou.
Et ce flou est nécessaire est corrigé avec ce qu'on appelle l'optique adaptative. Donc on va avoir toute une instrumentation qui va permettre de rendre la lumière telle qu'elle nous vient avant d'être impactée par l'atmosphère terrestre. Donc ça c'est une chose. D'autre part, comme on est au milieu de l'océan Pacifique, l'atmosphère en fait la forme de l'atmosphère est très peu impactée par des choses, c'est globalement assez plat, les conditions sont quand même globalement assez mauvaises, ce qui fait que parce que l'atmosphère c'est du vent, c'est des différentes choses qui viennent impacter la forme. Donc comme l'atmosphère est globalement assez plate, parce qu'il n'y a pas de montagnes par exemple qui viennent changer la forme de l'atmosphère, et c'est ce qui permet d'avoir des meilleures conditions pour rendre l'optique adaptative bien plus facile. Et puis aussi comme c'est un territoire... un État américain, c'est politiquement plus facile d'installer des télescopes. Donc il y a à peu près 15 télescopes au sommet du Mauna Kea maintenant. Vous pouvez les applaudir. Merci beaucoup, Caroline, Pierre, Nour. Merci à vous. Vous serez toujours les bienvenus sur la scène de Stars Up.